Bienvenue sur le podcast Crypto Sniper Trading, un podcast où on vous apprend les trucs et astuces pour réussir à bien vivre du day trading. Bonjour et bienvenue au 5e épisode. Donc on est déjà rendu au 5e. Hey, ça va vite en tabarouette. Puis on va en avoir encore en masse. Mais bref, 5e épisode aujourd'hui, on va parler du plan de trading et du journal de trading. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça doit contenir? Fait qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, avant de commencer, Hugo, bienvenue. Merci de l'invitation. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Fait que, encore aujourd'hui, on a passé le dernier épisode qui était le vocabulaire, le lexique, le bas brun du trading. Bref, on a passé à ça. On passe à des choses vraiment plus concrètes. Plan de trading, qu'est-ce qui doit être inclus dans un plan de trading? C'est quoi les règles à suivre? À quoi ça sert un plan de trading? Fait que tu peux-tu me dire rapidement comment que toi tu utilises ton plan de trading puis comment tu l'as défini? Moi, je l'ai défini dans un peu l'inverse de comment tu l'as énuméré. J'ai fait le journal avant. Puis j'ai réussi à établir un plan après. Je pense que c'est très important de tracker, dans le fond, tes erreurs, tes bons coups, puis de reconnaître après ça, quand tu regardes tes notes, c'est quoi que je fais à chaque fois qui marche pas? C'est quoi que je fais à chaque fois qui fonctionne? Puis, ça peut être autant dans ton état d'esprit que sur la charte. J'ai regardé des notes que ça fait longtemps que j'ai des journaux de trading, puis je regardais, mettons, en 2019, j'avais tracké qu'avant l'Open, j'étais très excité. Un de mes amis qui tradait aussi, il avait le même trade que moi sur le stock. On se craquait, puis on avait commencé à oublier un petit peu nos critères. Puis quand j'ai relu ça, je me suis dit, c'est vrai que je pensais comme ça. Fait que je pense que c'est très important, le journal, avant le plan de trading. Puis, dans le fond, pourquoi tu fais le journal avant? Parce que dans le fond, tu veux juste savoir, tu veux tracker, en fait, comment que tu trades sur une période de temps, puis par la suite de dire, OK, voici les trucs qui ont bien marché, voici ceux qui n'ont pas bien marché, puis là, tu es capable de dire, OK, je vais focusser juste sur ça, puis bâtir mon plan à partir de ça. Exact. Parce que c'est sûr qu'au début, tu as le goût d'essayer différents patterns. Là, tu reconnais un Head and Shoulders, tu reconnais un Bull Flag, tu reconnais des patterns, tu veux les essayer, puis tu t'ajustes après, parce que quand tu as ton journal, tu peux reconnaître que hey, j'ai encore perdu sur un Head and Shoulders. Hey, j'ai encore fait ça. Je vais éviter de le tuer. À l'avenir, je vais juste le regarder. Je vais éviter de prendre position dessus. Parce que dans ton journal, ça commence à se répéter. Tu sais, quand ça fait une couple de fois, à l'année, tu te dis, il y a peut-être quelque chose. Là. Puis là, ton plan de trading, il ressemble à quoi aujourd'hui? Basé sur quelques critères. Plus tu as de critères, plus c'est difficile de tout y répondre. Là. Fait qu'il faut que tu sois un petit peu flexible. Je te dirais que moi, j'aime beaucoup les changements de tendance. Donc, c'est sûr que dans mes critères, il va y avoir, si je veux long, il va y avoir un gros repli. Là, en moyenne, entre 20 et 50 % de repli. Ça va commencer à m'intéresser parce que j'aime avoir un gros risk ratio. Quand que je veux faire du swing, j'aime ça faire du 1 pour 3. Fait que c'est sûr que j'aurai besoin que ça a replié beaucoup pour voir c'est quoi mon potentiel de hausse si je veux long, potentiel de gain si je veux short. Il faut que ça aille beaucoup monter. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de retracement ou de montée. Je vais avoir besoin de beaucoup de volume. Je vais avoir plusieurs éléments que je vais considérer que quand je peux les cocher sur ma liste, là, je sais que je peux prendre un trade. Ça n'empêche pas que je peux avoir tort quand même, mais je sais que le trade est favorable pour moi. Puis pourquoi? Puis ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a des perspectives un peu différentes sur différentes choses. Fait que une des choses, c'est que toi, pourquoi tu t'es dit, moi, je veux faire du 1 sur 3? Est-ce que c'était basé sur le backtesting que tu as fait, puis mon journal de trading, ou c'était juste parce que c'est quelque chose qui faisait du sens pour toi? C'était par rapport à mon journal de trading, parce que je voulais être en mesure de... tu sais, ça arrive des fois, tu as des losing streaks. Ça arrive que là, cette semaine, là, ça se passe pas bien. J'aime les appeler des paper cuts parce que tu gardes tes pertes plus petites. Mais à un moment donné, ils s'accumulent, ils font mal pareil. Puis quand tu fais un bon coup, là, comme un 3R, là, c'est sûr que c'est dur à atteindre 3R. Des fois, ça finit en 2 parce que tu take profit. Là, mais ça me donnait du souffle, ça. T'sais, d'avoir un plus gros gain, ça me permettait de recouvrir, mettons, 3 pertes d'un coup. Ça me redonnait un peu de motivation. Donc, en regardant mon journal, je me suis rendu compte que c'est ça qui me donnait mon impression de pivot où est-ce que, là, j'ai fini ma losing streak, là, j'ai eu un bon gain, là, je passe sur le bon sens. Je comprends. Puis, est-ce que tu parlais un peu de flexibilité tantôt? Sur quels critères que tu vas être flexible? Est-ce qu'il y a des non négociables? Puis est-ce qu'il y a des trucs qui sont plus flexibles ou tout est flexible? Il y en a des non négociables, puis il y en a des flexibles. Comme le 3R, par exemple,
vu que c'est plus difficile à atteindre, t'en as parlé dans l'autre épisode, tu peux vouloir faire un 2 pour 1 puis tu sors à 1.75. Ben c'est sûr que des fois, c'est arrivé que je faisais du 2, 2.5, ça s'est jamais rendu à 3. Puis avant, ça virait en l'os, puis ça me démoralisait un peu. Fait que maintenant, j'ai une règle qui est non flexible que si je fais 2 R ou plus, ben je laisse jamais un winner virer en l'os. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de free trade. Moi, j'aime les free trade. Fait que moi, du moment que j'ai atteint un premier target de profit, mon stop loss est à break-even. Exact. Je vire pas un winner en loser. Ça, c'est non négociable. Je veux plus faire ça. Ça évite le revenge, ça évite le overtrading. C'est une règle non négociable. Parce que c'est un des critères. Donc, dans le fond, si je regarde un peu les critères que tu as, donc on a des critères pour ton take profit. On a des critères sur tes conditions d'entrée. On a des critères sur ton stop loss. Donc, ton stop loss, c'est en gestion de risque. Donc, tu dois risquer peut-être 1 à 2 % de ton compte ou peut-être plus ou peut-être moins. Après ça, on a des critères plus flexibles dépendamment de ce que le price action te donne. Donc, à un certain point, tu bouges ton stop loss à break-even, tu décides de faire tel truc. Ou, fait que ça, c'est toutes des choses qui font partie de ton plan de trading. Ouais, je vais être flexible sur la sortie parce que, tu sais, des fois, tu vas avoir un target, tu vas dire, mettons, je veux sortir à 100$, mais à 98$, il vire de bord. Fait que je vais être flexible aussi sur, je vais vouloir rentrer, mettons, à 100$, je vais peut-être rentrer à 101$. Plutôt que d'être très précis sur mes entrées. Ça aussi, avant, dans mon journal, je me suis rendu compte que d'être trop précis, mais des fois, je manquais une entrée ou je manquais une sortie. Ouais. Puis ça se passait pas comme je l'avais planifié, même si ma thèse était bonne. D'être pas assez flexible sur mes entrées puis mes sorties, ça m'a coûté l'expérience que j'ai aujourd'hui. Dans le fond, c'est une bonne chose, mais je l'ai vu grâce au journal. Cool. Fait que, moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai un peu le même plan de trading. La seule chose, c'est que je vais pas regarder les mêmes choses. Puis je vais pas nécessairement viser les mêmes pourcentages. Tout est un peu plus en optique de swing. Ouais. Tu prends combien de trades à peu près dans une semaine? J'aime maintenir mes positions dans quelque chose qui est facile à suivre. Là. Donc, je pense que 5 positions et moins, c'est favorable pour pouvoir suivre ce qui se passe, pas trop diluer non plus. Puis, tu peux aller chercher un bon gain sur tes positions. En moyenne, toujours 2 qui roulent. Ça peut monter à 4. Ça dépend, dans le fond, du buying power. Puis, si le setup est vraiment favorable, ben, je vais aller plus gros. Ben, je vais prendre moins de positions. Fait que autour de 5 positions par semaine. Maximum. C'est de te maintenir dans ce range-là. Cool. Fait que, si je regarde, moi, de mon côté, en termes de plan de trading, oui, je vais toujours avoir un pourcentage de grosseur de position. Donc, je vais viser 1 à 2 % de mon compte sur chaque trade. Par contre, vu que je fais du day trading, pas parce que je fais du day trading, je fais du day trading un peu plus actif. Donc, je vais pas nécessairement viser du 1 sur 3. Moi, je vais viser, exemple, du 1 sur 1.5, 1 sur 2, mais sur beaucoup de transactions, sur beaucoup de trades. Fait qu'exemple, j'arrive à 1 sur 1, je me mets déjà à break-even. Moi, je suis en préservation de capital. Beaucoup plus que d'aller viser des gros coups de circuit. Fait quand j'étais à 1 sur 1, je mets mon stop loss à break-even. 1 sur 1.5, je commence à prendre du profit. Puis à 1 sur 2, je prends encore du profit. Puis quand je dépasse mon deuxième profit, mon deuxième take profit, j'ai un runner qui, lui, je m'en fous. Donc, le runner, ce que c'est que j'ai mon stop loss qui est à break-even. Donc, j'ai une trade, plus de stress. Je suis plus stressé. Non seulement je suis plus stressé parce que j'ai pas de risque de perte, j'ai déjà pris du profit. Donc, pour moi, ça fait énormément de sens de laisser un runner rouler parce que au cas où que j'ai un coup de circuit. Ouais. Ben, c'est ça aussi, la réalité avec le journal. Le plan il est basé sur 1 sur 3, mais ça finit rarement à 1 sur 3 parce que tu prends profit sur le chemin, tu bouges ton stop, puis je pense que ça, c'est un truc parce que tu as dit laisser son winner runner. Les gens ont de la misère à le faire, ben, des fois, on pourrait ajuster le stop loss pour qu'il suit. Mettons que ça monte, là, à place d'avoir ton take profit trop proche, ben, tu peux bouger ton trading stop. Tu peux break-even. Après ça, tant que ça y va, tu le rapproches pour que s'il vire de bord, ben, ça te permet de le laisser travailler. Exact. Fait que ça, c'est une autre façon, mais dépendamment de comment vous le faites. Mon runner, je vais le faire comme ça. Donc, dans mon dernier, mettons, 25 ou 30 % de position, si je vois qu'on fait, mettons, un higher, les exemples que je suis rentré en bail, puis que je vois qu'on retrace, puis qu'on repart à la hausse, je vais venir bouger mon stop loss en dessous de ma dernière structure. Pour que, justement, si jamais il revient de bord, mais que je vais toujours rester, fait que je vais suivre la tendance jusqu'au moment où est-ce que je vois que la structure change. Là, je vais faire comme, oh, OK, là, à ce point-là, on a fait un lower high. Donc, j'ai des bonnes chances que la structure elle change de bord. Exact. Fait que là, je peux prendre mon profit parce que je suis rendu assez loin. Je l'ai fait de la même façon, moi aussi. Mais ça,
c'est une des façons de faire. Puis au niveau de fait que je prends des profits beaucoup plus rapidement. Puis en termes de trade, moi, je vais viser à peu près un 2 à 3 trades par jour. Donc, je vais viser, mettons, 1.5, 2. 1 sur 1.5, 1 sur 2, mais sur 2 ou 3 trades pour être capable de faire mon 2% par jour. Donc, des fois 2, des fois 2.5, dépendamment de comment que ça va. Très souvent, je vais aller chercher plus que ça. Mais lorsque j'arrive à 2, 2.5, je vais venir fermer des positions parce que justement, j'ai atteint le pourcentage que je voulais faire. Puis après ça, mes runners. Je donne un exemple précis. Lundi, j'étais arrivé, on a eu un crash du Dow Jones. Oui, ça bouge en Chine là, un petit peu. Fait que le Dow Jones a crashé, l'or a crashé, Euro USD a crashé, le US a pumpé en malade. Donc, j'avais un trade en sell, en short sur le Dow Jones. J'avais un trade en short sur Gold. J'avais un trade en short sur Euro USD. Les trois, là, ça a pris une demi-heure. J'étais déjà genre ultra en profit. J'avais comme 4,5% de fête en même pas une demi-heure. Je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris 50% de profit sur les trois. Je me suis bougé à break-even. Puis après ça, mon runner, je l'ai laissé rouler. Puis je suis allé au gym, je suis revenu. Puis quand je suis revenu, j'avais fait 5%. Là, j'étais comme, my God, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est juste parce que cette journée-là, le marché était trending dans une direction. Fait que mon coup de circuit, je l'ai eu. C'est ça. Hier, par exemple, c'était l'inverse. Hier, on a eu beaucoup de push-pull, push-pull. Fait que j'ai eu des 50% de position, des 50% de profit, mais je me suis fait sortir à break-even souvent. Exact. Parce que justement, le marché n'était pas trending. Mais, tu sais, il y a une façon de le voir, d'être break-even. Il y en a qui voient ça moins 0 ou plus 0. Tu sais, au final, c'est. T'as une journée en santé quand tu fais 0. Tu perds pas. Tu perds pas, mais si moi j'ai pris 50% de profit, là, je suis content. Exact. Puis c'est en fonction de la grosseur du compte. C'est souvent ça que les gens ils ont bien de la misère. C'est que si tu as un compte à 1000$, puis que tu prends une trade, puis que tu as fait, exemple, un pourcentage de profit, peut-être que c'est pas beaucoup. Mettons, tu vas prendre 25$ de profit ou 40$ de profit, puis là, tu laisses ton restant rouler. Ah, mais c'est pas beaucoup, tu sais. Ouais, je comprends, mais habitue-toi déjà à le faire. Ben, je pense qu'il faut le voir en pourcentage plus qu'en argent. C'est ça un petit peu l'erreur que les gens ont dans le marché boursier, que je remarque, là, surtout dans cette année, un marché baissier. Les gens regardent combien d'argent qu'ils ont laissé sur la table avec la baisse de valeur de leur portefeuille. Il faut le voir en pourcentage. Est-ce que le pourcentage est raisonnable? Parce que si je te dis, mettons, du jour au lendemain, exemple, que toi, tu étais habitué de trader avec un compte à 1000$ ou un compte à 10 000, exemple. Puis là, du jour au lendemain, tu te ramasses avec un compte à 100 000. Ton même 1,5%, là, c'est 1500$. Ouais. Hey, moi, là, moi, je suis comme ça. Mettons, tu me dois 100$, là, je m'en rappelle. Fait que c'est sûr que si moi, je vois 1500$ sur l'écran, puis je vois que j'étais à plus 1500$, là, je vais faire comme, OK, ouais, attends, là, si je pèse sur le X, là, c'est 1500$ dans mes poches, là. Mais si tu avais un compte à 10 000, ça serait 150$. Mais au final, tu as fait la même trade. Exact. C'est juste, est-ce que j'ai fait 1,5%? Oui. J'ai risqué 1%, j'en ai fait 1,5%. Prends 50% de profit. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Puis c'est pour ça que le journal est vraiment important parce que tu peux te rendre compte de à chaque fois que je veux faire plus, ça se rend pas. Je l'ai noté que je pensais faire un bon coup, finalement, 1,5, finalement, c'est correct, parce que à chaque fois, ça fonctionne puis j'accumule des gains. Les petits gains s'accumulent, comme les petites pertes s'accumulent aussi. Ça, c'est une des façons que moi j'ai faites parce que j'ai essayé deux styles. Donc, j'avais un moment où est-ce que, il y a quelques mois, où est-ce que je faisais toujours un minimum de 1 sur 2. 1 sur 2, 1 sur 3. Toujours. Même, je vous dirais 1 sur 3. C'est comme le gros minimum que je visais. Puis je me suis rendu compte que mon pourcentage de gain était bon, mais j'avais un pourcentage de réussite par trade qui était vraiment pas super élevé. J'avais quelque chose comme 35 ou 40% de taux de réussite par trade. Donc, en fait, sur 10 trades, j'avais peut-être 3 ou 4 trades qui fonctionnaient à 1 sur 3. Je réussissais à faire du profit pareil, mais j'étais souvent démoralisé parce que j'en avais 6 mauvaises. C'est ça. Ces 6 qui ne se sont pas rendus jusqu'au bout. Par contre, présentement, j'ai un taux de réussite qui avoisine peut-être le 70, 74%. J'ai checké tantôt, c'est à peu près ça, le 70, 74. Mais je préserve mon capital. Je vise un peu moins haut, exact, mais j'ai beaucoup plus de winners. Puis les quelques losers que j'ai, ça ne représente pas une grosse portion. Donc, d'un point de vue mindset, d'un point de vue psychologie, ça m'aide beaucoup de rester motivé, de continuer à vouloir trader le marché, tu sais, comme cette semaine à date, c'est exceptionnel
En 3 jours, j'ai pas de loser. C'est exceptionnel. Ben, tu le Mais vois. la semaine passée, j'ai commencé avec 6 losers. C'est ça. Mais tu T'sais. le vois dans ton journal après. Puis moi, j'ai remarqué dans mon journal que c'était les fins de mois qui étaient difficiles. J'avais des bons mois, j'avais 20 journées vertes, 3 journées rouges, mais les journées rouges faisaient plus mal. Mais là, à un moment donné, je me suis rendu compte que à la fin du mois, lève le pied un peu. C'est une routine tout le temps. Fait que le journal est vraiment important. Puis même moi, ce que je fais, c'est que j'inclus mon journal à l'intérieur de mon plan de trading. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait... Moi, je suis old school. Là. Moi, je suis très, très, très old school. J'ai un fichier Excel. Fichier, tu sais, il y a des journaux de trading qui se font, que tu peux acheter, whatever. Moi, c'est un fichier Excel. Très simple, très facile à utiliser. Où est-ce que je vais venir placer? Bon, ben, première colonne, c'est quoi que je trade? Sur quel time frame? Quelle date? Fait que ça, on part avec ça. Après ça, dans mon plan de trading, j'ai des règles précises. Moi, pour rentrer dans une trade, ça me prend soit un support, une résistance, une moyenne mobile, une touche d'une trendline ou un niveau du Fibonacci. Ça me prend ça, au minimum. Ça me prend 2 de ces 4-là. Puis après ça, si je descends, mettons, sur le 5 minutes ou le 15 minutes, si j'ai une divergence, ça rajoute une 3e confluence. Fait que là, je suis à l'aise avec ça. Fait que moi, c'est ça mes critères. Puis dans tes critères, est-ce que tu es souple sur certains? Est-ce que tu es non négociable sur d'autres ou tout non négociable ou tout souple? Moi, c'est au minimum 2. Au minimum 2. Ça me prend au minimum. Très souvent, le fib, le support et la résistance vont être comme les deux viennent ensemble, très souvent. Mais si j'ai ces deux-là ensemble, souvent, je vais considérer juste un des deux. Mais ça me prend au moins une moyenne mobile, une trendline, ou bien ça va me prendre, je sais pas moi, fib, support, trendline, divergence. Je trade beaucoup tout ce qui est divergence. Je trade beaucoup aussi si je vois un pattern. Est-ce que je vois une figure? Donc, exemple que j'ai 2 sur 4. Exemple que je vais avoir une EMA puis j'ai une trendline, exemple. Puis que je me rends compte que j'ai une divergence ou je me rends compte que j'ai un head and shoulders ou bien que j'ai un drapeau, whatever, un wedge, mais je vais venir l'ajouter en confluence. Mais ça me prend au minimum 2 sur 4 sur ces 4-là. Par la suite, lorsque j'ai dit est-ce que ça vaut la peine, présentement, est-ce que ça vaut la peine? Oui ou non? Est-ce que je prends une trade maintenant? Oui ou non? Fait que si c'est pas bon pour l'instant, je marque non. Puis après ça, je vais me dire quand est-ce que ça serait intéressant? Donc, moi, je vais pas arrêter pour me dire, OK, à cette place-là, c'est pas intéressant. OK, quand est-ce que ça va le devenir? Donc, c'est là où tes alertes rentrent en ligne de compte. Donc, si jamais il se passe tel truc. Donc, exemple, présentement, on est à un certain niveau. On est, exemple, au 38,2 du FIB. On va pouvoir y revenir. Exemple, on est au 38,2 du FIB et que je suis pas encore rendu à ma trendline, exemple. Ben là, moi, je me dis, OK, j'ai un fib, mais j'ai pas encore rendu à ma trendline. Donc, j'ai même pas 1 sur 2. Tu sais, j'ai même pas 2. J'en ai juste un. Est-ce que j'ai un support, une résistance? Oui, mais très mineur. Parfait. Quand est-ce que ça va devenir intéressant? Quand ça va venir toucher ma trendline, parce que les niveaux de fib, c'est des zones, c'est pas des niveaux fixes. Dans cette zone-là, je vais être capable d'avoir un prix lorsque ça va venir toucher. Puis encore là, une trendline, c'est très subjectif, mais c'est juste pour dire que dans cette région-là, je serais intéressé à acheter. Si ça descend encore un petit peu, je serais intéressé. Puis est-ce qu'avant, tu étais un critère, tu le prenais, puis avec le temps, avec ton journal, tu t'es rendu compte que ça en prenait au moins 2? Comment ça s'est passé? C'est juste parce que je veux avoir le plus de confluence possible. Je veux avoir, moi, je bâtis mes confluences sur les time frames plus gros pour être capable de prendre des entrées sur les time frames plus petits. Exact. Donc, moi, je me dis, tu sais, le daily, je vais regarder roughly, savoir qu'est-ce qui se passe. 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Très souvent, là, quand que je vais analyser une charte, je vais commencer 4 heures, je vais dropper sur le 1 heure. Puis après ça, 4 heures, 1 heure, je vais identifier mes zones d'intérêt. Parce que peu importe le time frame que je veux trader, tout part des plus gros time frames. Exact. C'est là que ça se passe. Il faut juste rester souple parce que, il faut se dire, c'est des probabilités. C'est une game de probabilité. C'est une game de probabilité. Puis, ça se peut que ça ôte longtemps ton niveau avant de partir du bord que tu voulais, mais tu sais que c'est là que ça se passe. Exact. Fait que sur le 4 heures, sur le 1 heure, j'arrive, je me dis, parfait, dans cette région-là, sur le 4 heures, sur le 1 heure, j'ai un minimum de 2 confluences. Donc, ça se peut très bien que sur le 5 minutes, j'ai un beau move. Puis un petit mouvement sur le 4 heures est un gros mouvement sur le 5 minutes. Ben oui. Donc, moi, c'est comme ça que je trade, c'est comme ça que j'aime trader. Fait que j'ai bâti ça, puis c'est comme ça que je le fais tout le temps. Donc, moi, je ne reste pas sur le 5 minutes sur mes charts. Jamais.
Moi, souvent, Mais ça te fait perdre un petit peu le big picture de ce qui se passe. Ah, puis je vais être trop tenté de vouloir rentrer sur le mouvement des chandelles. Moi, c'est parfait. Je rentre, je vais diviser, mettons, par exemple, que je vais trader, je sais pas moi, Bitcoin. Je vais avoir 4 heures, 1 heure, 15 minutes. J'ai aucun indicateur, juste mes moyennes mobiles, la 50, la 100 puis la 200, puis je vais regarder voir qu'est-ce qui se passe. Donc, si je me rends compte que, exemple, je donne un exemple, on est à un niveau intéressant de support sur le 1 heure, puis que je vois qu'on a une divergence sur le 1 heure. Mais on n'a pas de divergence sur le 4 heures, puis j'ai pas encore de divergence sur mon 15 minutes. Là, je suis comme, ouais, OK, mais attends, là, j'ai une divergence là, je vois que le prix commence à dropper, mais de notre côté, 15 minutes, on n'a pas. On n'a pas de divergence. Ça peut être une divergence un peu plus grosse. Exemple, sur le 1 heure, ça peut être des sommets qui sont plus éloignés, mais que tu ne le vois pas nécessairement sur le 15. Fait que là, OK, mais si j'ai ça, c'est-à-dire que si j'ai une confirmation sur le 15, je peux rentrer sur le 5 par après. Mais de ne pas rester focus sur le 5. Fait que moi, c'est comme ça. Fait que ça, c'est dans mes règles. Puis après ça, tu as les règles au niveau du stop loss. Bon, mais mon stop loss va en dessous de la dernière structure. 1 à 2 % par trade. Puis j'ai la fin de mon fichier Excel qui est le journal. Donc, le journal, c'est bon, mais parfait. Est-ce que j'ai pris la trade en buy ou en short? Est-ce que mon stop loss était où? La grosseur de position, mon point d'entrée, mon point de sortie. Puis le plus important, la section correction à la fin. Donc, la section correction, c'est le point que tu peux améliorer. Une fois que la trade est finalisée, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer? Qu'est-ce que tu aurais pu changer dans ta trade? Est-ce que tu aurais pu utiliser un stop loss plus tight? Est-ce que tu aurais pu manager ta trade de façon différente? Ouais, finalement, j'avais pas vu que c'était passé ça. OK, parfait. Fait que la prochaine fois, tu vas le voir. Tu vas y porter plus attention. Fait que la section de correction est hyper importante. C'est comme ça que tu t'améliores, au final. Faire de la rétroaction sur les trades que tu as pris. Puis est-ce que tu fais ton journal à la fin de la journée ou après ton trade? En temps réel. Je pense aussi que c'est mieux de le faire tout de suite. Ça te permet de moins oublier des éléments qui sont importants. Je le fais tout le temps en temps réel parce que souvent, quand je parle avec mes étudiants, et je leur demande pourquoi tu as pris cette trade-là, puis ils font comme, je m'en rappelle plus, ça fait trop longtemps. Genre, what the fuck? Genre, tu devrais savoir pourquoi t'es rentré là-dedans. Ouais, mais là, faut que je revienne, tu sais, faut que je me remette dans le bain, puis il faut que je... Non. T'es supposé le savoir, là. Donc, tu rentres sur une trade. Quand tu payes sur le bouton, là, tu places ton stop loss, tu places les différents TP, donc les take profit. Tu peux les placer d'avance. Puis ça, c'est pour revenir sur le dernier épisode. C-Trader est vraiment incroyable pour ça parce que les stop loss peuvent se mettre à break-even automatiquement à différents points, mais ça, on va y revenir. Mais c'est de savoir exactement. Fait que tu payes sur ton bouton, buy ou short, puis après ça, tu t'en vas l'inscrire. Mon stop loss est à combien? Je suis rentré à combien? C'est quoi que je vois? Est-ce que je vois une divergence? Est-ce que je vois une figure? Est-ce que j'ai des confluences? C'est quoi mes confluences? Puis par la suite, une fois que la trade elle va être finalisée, ça peut prendre 20, 40, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée. Et là, tu marques ton résultat à la fin, mais au moins, tu l'as déjà dans la tête. Mais c'est pour toi que tu le fais. C'est un cadeau que tu te fais à toi de le faire maintenant pour t'améliorer. Mm-hmm. Excusez-moi, je commence à avoir ça. Donc, en fait, c'est que le plan de trading, c'est un peu comme une tracking sheet. En fait, c'est une feuille de route. Mm-hmm. Tu vois qu'est-ce qui fonctionne pour toi, puis si on revient au premier épisode où est-ce qu'on disait établir ton profil d'investisseur, ton profil de trader, ben c'est de dire, OK, moi, c'est quoi qui fit pour moi dans le style de trading que je veux faire, dans le style de vie que je veux avoir, dans ce que, si tu as essayé le scalping, puis que tu te rends compte que c'est trop rapide pour toi, parce que, exemple, tu n'es pas capable de bien identifier les patterns, ça va trop vite, ou que ci ou que ça, ben parfait, tu l'as vu, tu l'as essayé, tu l'as tracké, tu as vu que ça ne marchait pas pour toi, parfait, on passe à autre chose. Par exemple, tu décides de faire du swing trading. Moi, j'ai eu une discussion hier, justement, à la soirée. Le gars me disait, écoute, j'essaye de faire du swing trading, mais je suis tellement impatient, je trouve ça tellement long. Puis là, il parlait de quelques heures, voire une journée. Ben, j'ai dit, t'es pareil comme moi. Moi, là, quand j'ai une trade qui roule, normalement, c'est rare que je la laisse rouler plus que 4 heures. 4-5 heures dans le top. Parce que c'est du day trading en 5 minutes. Hey, on s'entend, là, 4 heures en 5 minutes. 4 heures en 5 minutes, là. C'est beaucoup de chandelles. C'est long, puis tu peux commencer à te demander si ton trade il fonctionne. C'est ça. Fait que c'est beaucoup de chandelles. Fait que moi, avec le temps, je me suis dit, regarde, mes trades durent entre 30 et
90 minutes. Ça, c'est la moyenne. Qu'est-ce que tu fais si ton trade, dans le fond, il pogne pas ton take profit ou ton stop loss, puis ça s'étire, là? Est-ce que tu décides que tu sors puis tu passes au prochain? Il y a tellement d'opportunités dans le marché. Puis ça, c'est un autre sujet. Tu sais, les gens qui disent, il y a beaucoup de gens qui font de la formation actuellement qui, je veux pas bâcher personne, mais ils disent, moi, je prends seulement les bonnes opportunités. Il y a des opportunités à tous les jours dans le marché. Ça dépend de quel time frame que tu regardes. Fait que si tu regardes, exemple, sur le 15 minutes, sur le 1 heure, avec tous les actifs financiers qu'on peut trader, là, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose. Fait que moi, quand le prix consolide, ben, c'est pas un mouvement trending, il n'y a pas de momentum, il n'y a pas de volume. Moi, je sors. Moi, c'est comme ça. Moi, quand que je vois que, exemple, j'arrive à 1 sur 1, ou bien même que je suis proche de mon point d'entrée, puis que je vois que le prix pousse, il revient, puis il consolide, moi, je sors. Mais c'est parce que tu préserves ton mental capital aussi. Il faut pas oublier que, outre l'argent, t'as drainé mentalement toute la journée, tu perds un peu la raison pourquoi tu veux trader. Tu sais, ta liberté, puis ton sentiment là, de bien-être, là, que tu passes à tes autres préoccupations ou activités, ben, à un moment donné, t'es drainé de regarder ça, puis c'est long, ça s'étire, puis ça aboutit pas. Que, je pense que... Mais on a beaucoup de gens qui tradent la crypto, par exemple. Là, depuis les 2 dernières semaines, ça a été plus trending. Mais si tu regardes, exemple, mettons au mois d'octobre, au début du mois de novembre, là, le marché était flat. Comment tu veux trader, exemple que tu fais du swing trading, comment tu veux trader un marché flat ou un marché qui consolide? Ben, c'est un moment pour aller à la pêche. Là. C'est sûr que je comprends mon point de vue pour aller vers les autres actifs, mais les gens qui ont une niche, il faut la respecter aussi. C'est ça. Mais je veux dire, tu sais, tu as des différents marchés. Tu peux trader uniquement de la crypto, uniquement des stocks. Mais à un moment donné, c'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne. Puis si tu vois que ton ATR, exemple, où tu vois que le prix par jour varie de même pas un demi% ou en bas d'un demi%, faire un swing trading là-dessus, tant qu'à moi, c'est un peu risqué. Il n'y a pas de momentum, il n'y a pas de volume, il n'y a pas rien. Moi, quand je fais mes trades, mettons, en 5 minutes, c'est toujours, ça me prend du momentum. Ça me prend du volume. Ça me prend une direction. Ben, ça peut faire partie aussi de tes règles dans ton plan, d'avoir un average volume au-dessus de la moyenne. D'avoir un volume qu'aujourd'hui, pour prendre mon trade, il y a un volume plus haut que la moyenne d'habitude, fait que le stock est in play. Je vais utiliser les stocks pour l'exemple, mais ça peut être suite à une nouvelle, ça peut être suite à un changement au niveau de la Fed, mais tu vois que le volume est au-dessus de la moyenne, mais tu sais que ça va être le stock que les gens vont trader aujourd'hui ou ils vont avoir sur le radar. Exact. Fait que ça, c'est tous des trucs que vous pouvez implanter dans votre plan de trading, dépendamment de votre style de trader, votre style d'investissement, le capital que vous avez, votre gestion de risque. Est-ce que vous voulez risquer 1 à 2% de votre compte ou bien vous voulez être un peu plus risqué, puis risquer peut-être 3, 4 ou 5% par trade. Parce qu'au final, si tu risques 3, 4, 5% par trade, mais que ton risque ratio est intéressant, ça peut faire du sens aussi. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu commences à avoir du gros capital, tu veux pas nécessairement risquer un 5% sur une trade. Tu as envie de préserver un peu plus. C'est plus en préservation de capital. Quand tu as un petit capital, souvent, tu vas vouloir risquer plus parce que en termes de dollars, souvent, c'est là que tu te dis, ben là, je veux pas risquer juste 50$. Je veux risquer peut-être 200 qui correspond peut-être à 4% de mon compte. Ben, c'est ça aussi qui est difficile avec un plus petit compte, c'est que tu as le challenge des frais aussi qui s'accumulent. Il y a d'autres éléments qui s'accumulent aussi qui fait que tes gains sont plus petits puis tes losses sont plus gros. Effectivement. Fait que si vous voulez, donc, commencez à faire un plan de trading, commencez à faire votre journal de trading, placez vos trades, placez vos points d'entrée, vos points de sortie, vos stop-loss, analysez tout ça dans le temps parce que ça, c'est ça qui va faire que, d'un, vous allez pouvoir vous améliorer, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui marche pas, puis par la suite, vous allez pouvoir raffiner vos règles, ajouter des règles, devenir plus flexible, bref, modifier votre plan de trading. Fait que c'était la fin pour nous pour le 5e? Ouais. 5e épisode. Fait que je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se voit pour le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec nous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et vous pouvez écouter cet épisode sur YouTube, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme de streaming.